Alors ce matin, je vous parle de la gestion des charges possiblement agile chez Siposa. Et je commence déjà par vous expliquer un tout petit peu notre métier, pour bien comprendre pourquoi on en est arrivé là. Notre métier, donc on développe des machines automatiques au service de l'assemblage horloger, médical et électronique. Donc un exemple, c'est la machine que vous avez maintenant à l'écran. C'est un équipement qu'on a construit et livré à un client. Dans un projet, il y a les phases de conception durant laquelle il y a des ingénieurs en mécanique, software, vision, électronique qui vont développer la machine. Ensuite, il y a la phase d'achat des composants. C'est quelque chose qu'on ne fabrique pas de composants chez nous, donc on va acheter des composants du marché ou des pièces sous-traitées sur plan. Chez nous, après, on va faire le montage et le câblage, qui se fait également 100% chez nous. Puis une fois que l'équipement est assemblé, on va lui donner vie en installant le software et en faisant la mise au point du process client. Alors pour chaque projet, il faut bien comprendre qu'il y a environ 8 corps de métiers différents qui vont participer au projet pour le mener à bien. Et la plupart de ces opérations doivent se faire plutôt les unes derrière les autres et on ne peut pas vraiment les paralléliser. Du coup, ça nous pousse à avoir une certaine agilité en fonction de quand rentrent les commandes et quand les clients veulent la livraison des machines. Alors, la gestion des charges, forcément, tous les projets ne s'enchaînent pas forcément comme on les a lissés dans le planning. Il y a toujours des aléas. Et puis, on doit jongler avec ces fluctuations et surtout en fonction du nombre de collaborateurs qu'on a dans les différents teams. On est 45, 8 corps de métier. Forcément, ça fait des teams qui ne sont pas non plus très, très grands. Avec ça, il y a certains projets qui vont être parfois retardés. Alors, ça peut être grâce à nous, mais souvent, on se fait aider par certains fournisseurs, encore plus ces temps avec les fournisseurs d'électronique qui n'arrivent pas du tout à nous livrer. Et puis, aussi, des fois, certains clients qui vont nous aider à retarder les projets parce qu'il y a des problèmes sur leurs composants, puisque c'est finalement leurs composants qu'on va mettre au point. Alors, on a quelques outils pour gérer ces fluctuations. Tout commence par déjà un planning général que chaque team renseigne en fonction des statuts des projets. Et ensuite, il y a un travail en commun de consolidation de ce planning toutes les 2 semaines avec chaque représentant. Planning de chaque team. Et quand les charges ne sont pas alignées avec notre capacité, on doit faire des ajustements. Puis voici les 2 cas possibles. Soit on va être en surcharge, soit on va être en période creuse. Alors, la surcharge de travail, on a un premier outil qui est l'horaire annualisé. Donc, collaborateurs ont la possibilité de jouer avec un compteur d'heures annuel qui offre une flexibilité de plus ou moins 300 heures. C'est déjà beaucoup. Il ne faut pas forcément 300 heures supplémentaires en une année. Et on a des gens qui atteignent effectivement les deux extrêmes. Par contre, cette flexibilité, elle est bien, mais elle ne permet pas non plus d'avoir des gens qui font 80 heures par semaine quand vraiment il y a un gros pic. Donc, quand c'est comme ça, on doit faire appel à un autre outil qui peut être les agences de placement, qui fonctionnent assez bien. En général, c'est des agences qui sont assez contentes de nous mettre à disposition leurs meilleurs collaborateurs. C'est OK. Ce n'est pas forcément là qu'on a retrouvé les aides les plus motivées, mais enfin, ça fait le job. Et puis, il faut aussi savoir que c'est un coût, puisqu'en général, il majore le coût réel du salarié en question de 15 à 35% selon les agences. On peut également engager à travers un CDD ou un CDI. On le fait dans certains cas. Il faut savoir que le CDD a également ses limites de flexibilité puisqu'on peut le reconduire qu'un certain nombre de fois, sauf erreur, c'est 2. Et puis, dans ce genre de cas, il faut aussi faire tout ce travail de recherche. Ça prend un peu plus de temps. Idéalement, il faudrait trouver quelqu'un qui est sans emploi, qui peut commencer tout de suite. On parle toujours plutôt d'une mission temporaire. Hein. Et surtout, des fois, les bons éléments, ils sont déjà en entreprise et on ne va pas prendre le risque de les débaucher si on n'est pas sûr de pouvoir leur assurer un travail sur le long terme. Quatrième possibilité, on peut user du prêt de collaborateurs. Il nous est arrivé de louer des collaborateurs à des entreprises de notre région, ce qui permet qu'on a à disposition des personnes dont on connaît le métier, et puis ils font une mission chez nous de quelques semaines ou quelques mois. En général, les gens qui nous ont été mis à disposition, dans la majorité des cas, on a eu plutôt des bons profils, puisqu'en principe, la société qui nous le met à disposition, c'est qu'elle a moins de travail. Puis si elle le fait, c'est pour ne pas devoir se séparer du collaborateur. Voilà pour la surcharge de travail. Maintenant, quand on est dans l'effet inverse, on est dans une période creuse. Alors, on peut payer les collaborateurs à rien faire.
C'est une solution, c'est très très simple à mettre en œuvre. Et puis en fait, on la pratique assez souvent. J'ai dit avant, on fait l'horaire annualisé. Du coup, quand on est dans une période de l'ordre de quelques semaines à un mois et demi, voire même 2 mois, on va proposer aux collaborateurs de reprendre ses heures, voire même de passer dans un compteur négatif pour pouvoir jouer avec ces charges. Donc en fait, il n'est pas payé à rien faire, il est payé à reprendre ses heures si on veut bien. Au-delà d'un mois ou deux, ça ne suffit pas. Il peut y avoir d'autres solutions comme le chômage RHT, les aides qui sont fournies par le SECO finalement. Alors le chômage technique, c'est un bel outil. Il permet de faire chômer une grande partie de la société en même temps. Il faut quand même qu'il y ait un minimum de 10% de la société qui chôme pour qu'on puisse l'activer. Et puis, sauf erreur, on ne peut pas l'activer dans toutes les périodes. Il faut quand même que le SECO le permette. Mais en général, dans les périodes spéciales, quand il y a une crise économique, parce qu'en général, c'est notre secteur complet qui est touché, ou comme on l'a vu avec le Covid, par exemple, ça a très bien fonctionné. Je dirais même qu'il y a les conditions qui ont été extrêmement allégées, qui coûtent également moins cher aux sociétés. Normalement, on a toujours 2 jours de carence à la charge de la société. Là, c'était 1, voire même 0, je ne sais plus. Et puis voilà. Il a un autre gros désavantage, c'est que le collaborateur ne sera payé qu'à 80%. Et ça, évidemment, l'entreprise peut combler la différence, mais ce n'est pas toujours évident de le faire. Et puis, je dirais aussi, quand les personnes sont rachetées plutôt sur du long terme, ben, ça donne pas, ça rassure pas tellement, il peut y avoir un peu d'inquiétude. Et puis, c'est des fois là aussi que les bons éléments vont avoir peut-être tendance à trouver autre chose. Évidemment, quand ça ne va vraiment pas, on peut passer par un licenciement économique. J'ai dû le pratiquer 1 ou 2 fois dans ma vie. C'est franchement pourri, c'est pas drôle et on essaye vraiment d'éviter cette solution. D'autant plus que si en plus on part du principe que c'est temporaire, peut-être c'est quand même assez long, 6 mois, 1 année, je ne sais pas. Quand on devra réengager la personne, elle risque de coûter 2 à 3 fois 2 à 3 ans de salaire, entre la dédite, la formation, etc. Encore une fois, dans ce genre de cas, on a pu quelquefois échanger des collaborateurs, les prêter et à d'autres entreprises, et ainsi ils ont pu faire une nouvelle expérience dans une autre entreprise, et ils étaient 100% occupés, ils avaient leur salaire à 100%, ils avaient leurs conditions de travail qui n'avaient pas changé. Et pour ces collaborateurs, c'était plutôt positif, puisqu'ils ont pu travailler normalement. Alors, le prêt de collaborateur, il faut savoir tout d'abord qu'il est autorisé par le SECO. On a le droit de s'échanger des collaborateurs entre entreprises, mais il est sujet à certaines lois, certaines règles à respecter. Chez Siposa, dans les premiers échanges qu'on a réalisés, on l'a fait par réseautage, un coup de téléphone, t'en es où, j'ai trop, j'ai pas assez, on se met d'accord de cette manière-là. Et on n'a pas trop fait attention aux différentes règles, ça ne nous a pas posé de problème, mais néanmoins, on a voulu finalement de professionnaliser un petit peu ça, puisque il faut à un moment donné quand même protéger le collaborateur, il faut gérer les cas d'accident, d'assurance, de confidentialité, de non-engagement, les aspects financiers. Alors, de cette bonne pratique-là, finalement, avec un consortium d'entreprises, on a voulu rendre ces échanges-là plus faciles du point de vue légal, mais également plus sûr. Alors, sachez aujourd'hui qu'il existe une plateforme dont le nom est Humanum, je vous mets l'adresse ici en bas, qui gère ces mises en relation et dans laquelle, évidemment, je suis aussi un peu impliqué. Ah voilà, la bonne pratique que je vous présentais entre la gestion agile et le prêt de collaborateurs. Super, merci Florian. Est-ce qu'on a des questions? Pascal. Oui, merci Florian. J'ai une question par rapport aux 300 heures supplémentaires là, annuelles. C'est sur quelle base? Vous avez une convention collective ou comment ça se passe? Comment vous êtes arrivé aux 300? Ouais, écoute, c'est dans le règlement d'entreprise depuis avant que je sois dans l'entreprise. Ok. Pour être honnête. Alors, c'est pas compteur, j'ai dit c'est annualisé, mais c'est pas 300 heures sur 1 année. Les compteurs continuent, il n'y a pas d'obligation d'être à 0 à la fin de l'année, ni réduire, ni augmenter. C'est plutôt sur du long terme. Et puis, ce qui se fait en général, ceux qui sont en bas, ça lui arrive des gens qui sont descendus vraiment à moins 300, il aura quand même fallu 2-3 ans pour remonter. Et ceux qui sont trop hauts, en général, quand on a trop de boulot, on va en payer une partie. Okay. Mais c'est toujours discuté avec le collaborateur. D'accord.
Et puis, j'avais une deuxième question par rapport aux prêts de collaborateurs entre entreprises. Est-ce que ça vous pose des problèmes par rapport à l'aspect concurrence? C'est-à-dire que vous avez certainement des choses qui sont quand même un peu confidentielles au niveau de la fabrication de vos machines que vous n'aimeriez pas que des concurrents s'approprient. Comment est-ce que vous gérez ça? Alors, ça pose problème dans le sens où les concurrents ont de la peine des fois à pratiquer quand c'est un concurrent direct, à pratiquer ces prêts de collaborateurs. En vrai, je veux dire, les gens, en plus de notre métier de fournisseur de machines d'assemblage, ils tournent quand même entre un nombre un petit peu limité d'entreprises dans la région. Donc, beaucoup ont déjà passé dans les autres. Et finalement, ce transfert peut se faire aussi par d'autres moyens, soit quand les gens changent de travail, soit quand on prend des collaborateurs, des aides à travers des agences de placement, parce qu'on va toujours prendre une personne qui aura le plus d'expérience dans notre métier, donc il aura peut-être déjà passé dans d'autres entreprises. Donc finalement, on règle de la même manière que dans ces cas-là. Il y a un contrat qui est fait, il y a une clause de confidentialité qui est écrite, qui est stricte, qui doit être respectée. Et puis jusqu'à aujourd'hui, ça ne nous a pas posé de problème plus que ça, si ce n'est dans le fait qu'il y en a qui craignent un peu et ils vont éviter de faire l'échange. Par contre, il n'y a pas eu de fuite d'informations qui ont été à relever jusqu'à aujourd'hui. OK, merci. Merci. Il y aurait une autre question. Jean-Étienne? Oui, merci Florian. Bonjour tout le monde. Une petite question rapide par rapport à votre planification des équipes. Est-ce que vous utilisez des outils type d'agilité comme Kanban ou des outils qui permettent avec les colonnes, là, je ne sais pas si vous connaissez, de se dire Oui. bah, voilà ce qu'on a à faire, voilà ce qu'on entreprend, oui, non, où ça en est. Et peut-être des outils ou des pratiques où peut-être chaque semaine ou chaque jour, où vous mettez ensemble, il y en a qui appellent ça des daily stand-up, où vous dites bah, où on en est, qui a besoin de plus de ressources, et puis de travailler de cette manière pour l'allocation des ressources à l'interne au quotidien, j'ai envie de dire, ou régulièrement. Et puis, quelle est votre expérience par rapport à ça, justement, dans votre domaine? OK. Alors, le Kanban et autres, on l'a un petit peu étudié, on l'a employé dans certains teams, donc dans certains cercles métiers. Le bureau technique va s'organiser comme ça et puis ils vont prendre les tâches sous ce format-là. Le software peut-être aussi. La mise au point, peut-être beaucoup moins. Notre outil principal, c'est un fichier Excel qui, à travers les années, ça fait 8 ans qu'on l'alimente, qu'on le fait grandir, est devenu un outil qui nous permet de planifier. On le fait aujourd'hui avec une gestion des heures, avec une certaine sécurité. On planifie les gens à 35 heures, par exemple, mais c'est eux qui se planifient. Et puis, on gère ça avec les délais clients qui sont demandés. Il faut savoir que pour chaque projet, on va avoir, dans les 8 corps de métier, chaque fois une personne qui va être définie sur un projet client. À partir de là, dans les projets puis dans les départements, ils ont une certaine liberté pour se planifier comme ils le veulent. En général, ils font une planification, chacun a sa liste de tâches qui dépend du projet. Et puis après, ils vont simplement renseigner le planning global. On n'a pas une vraie planification Kanban ou autre comme on pourrait retrouver peut-être plus dans l'informatique, où c'est des team projets qui sont peut-être un peu plus fixes. Mais voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, absolument. L'outil Excel permet de faire beaucoup de choses, y compris du style Kanban. Hein. C'est bien de personnaliser et de voir que les gens peuvent se planifier eux-mêmes. Je trouve ça intéressant. On pousse plutôt à l'autonomie de ce côté-là et on met tout ça en commun. Il n'y a pas un planificateur qui dit à tout le monde qui doit faire quoi. Et voilà. Puis même au niveau des cercles, hein, des départements, le responsable de planification peut changer. C'est aussi ça qui est intéressant. Merci, Florian. On va s'arrêter là, puisque le temps passe. Merci beaucoup, en tout cas, pour le témoignage.